Salut! Je m'appelle Eva et je suis en première année de doctorat de biologie végétale. L'une de mes nombreuses passions, ce sont les plantes, mais surtout leurs petites histoires à croquer. Sont-elles des combattantes, des timides ou bien des perfides? Je vais ici dans ce podcast te révéler tous leurs secrets. En passant par l'art, la botanique, l'écologie ou même la musique, voyageons à travers monts et vaux pour découvrir ces actrices de notre quotidien. Tu retrouveras toutes mes informations sur mon site sevessence.wordpress.com. Prenons basket, manteau et parapluie. C'est parti! Ça y est, septembre est arrivé et nous glissons doucement vers l'automne. Les feuilles de caduc vont commencer à rougir de timidité à l'approche de la nudité de l'hiver. Les dernières fleurs de l'été vont faner. Mais pas toutes. Aujourd'hui, partons à la découverte d'une fleur que tu as sûrement vue sans vraiment la connaître. Fleurissant quand le froid s'installe et même par temps de gel, sa résilience et sa vitalité inspirent respect et admiration en Asie, mais pas forcément chez nous. Véritable trésor pour certains pays d'Orient, sa forte ressemblance avec la marguerite et sa réputation funèbre lui vaut le petit surnom de Marguerite des morts en Occident. Oui, je vais te parler de ce chrysanthème qui décore nos cimetières à la Toussaint. Avant d'aller compter fleurettes, aux belles âmes des damnés, je rêve d'encore une amourette, je rêve d'encore m'enjuponner. Encore une fois dire je t'aime, encore une fois perdre le nord, en effeuillant le chrysanthème qui est la marguerite des morts. Nous chantait Brassens. Du grec Christos signifiant or et anthos fleur, notre fleur d'or tient son nom de sa couleur. À l'origine, il nous est arrivé doré de Chine, sa terre natale. C'est vrai qu'aujourd'hui tu peux en trouver des oranges, des rouges, des blancs et j'en passe. De la famille des Astéracées, le genre Chrysanthemum compte 36 espèces selon le Kew Gardens. Ces pétales disposés en rayons de soleil sont si ravissants que le monde ne compterait pas moins de 20 000 cultivars différents. Wow! Le chrysanthème est chéri par les Chinois depuis des lustres. Il y a plus de 2000 ans, les empereurs et érudits mandarins le dégustaient déjà à l'heure du thé. C'est dingue! Le chrysanthème fut vite surnommé l'ermite de toutes les fleurs, à l'image de Tao Yuanmin, poète reclus du IIIe siècle qui célèbre dans ses écrits la beauté paisible de la nature. Suzanne Nelson, professeure émérite et historienne de l'art chinois, nous raconte « Le chrysanthème est Tao Yuanmin lui-même ». Rien que ça, en vrai on peut le saluer, hein. Il a réussi à devenir une plante. Les érudits chinois tenaient notre chrysanthème en haute estime. Ce n'était pas une vulgaire fleur des chemins, loin de là. Il était pour eux la manifestation même de l'élégance et de la ténacité. Étonnamment, il faudra attendre le XVIIIe siècle pour le voir arriver en Europe, et le XIXe aux États-Unis. Si tu prêtes bien attention, on peut voir la petite bouille du chrysanthème émerger tôt au printemps, mais il ne porte des bourgeons qu'à l'automne. Tandis que les autres fleurs rendent l'âme, notre combattante affronte fièrement les premières gelées, ce qui lui aura valu sa réputation, ou plutôt ses réputations. Le chrysanthème est la deuxième plante la plus importante de l'industrie ornementale et de la médecine traditionnelle chinoise, et aussi l'une des plus anciennes. Il n'est donc pas très surprenant de lui retrouver diverses significations à travers le monde. Ce qui est vraiment étonnant ici, écoute bien, c'est qu'en Asie, il peut être synonyme de vie, tandis que chez nous, il rappelle clairement la mort. Mais Watson, comment notre chrysanthème a-t-il bien pu devenir un tel oxymore? Bon sang de bonsoir!
Commençons notre petit aperçu par le pays de la Nafuda. Pour le Japon, le chrysanthème est à l'automne ce que le sakura est au printemps. Il est la lumière, le soleil, le divin, et donc le pouvoir impérial. Symbole de courage, de longévité et de résistance, on le retrouve toujours aujourd'hui frappé sur les passeports japonais. Que cela soit au Japon, au Vietnam ou en Chine, notre chrysanthème est la panacée. Mais ça, on en reparle un peu plus tard. Si l'on descend un peu plus au sud, le chrysanthème est la fleur offerte à la fête des mères en Australie. On appelle même parfois chrysanthemum, juste mum. Par contre, si on se tourne vers l'ouest, c'est un peu moins la rigolade. La fleur d'or a plutôt l'habitude d'éclairer la tombe de nos défunts. En France, en Belgique et dans d'autres pays d'Europe, les chrysanthèmes réchauffent l'âme de nos proches bien trop tôt disparus. Ah, attends. Rembobinons un peu. La fête des morts remonte au Xe siècle, quand l'abbé Odilon de Cluny institue le 2 novembre comme la journée dédiée à la mémoire de tous les fidèles défunts. Mais le chrysanthème était-il déjà le gardien des âmes en peine ? Non. Le fleurissement des tombes est beaucoup plus tardif. En réalité, la tradition s'est répandue en France après la Première Guerre mondiale. 9 siècles plus tard quand même. À l'époque, Georges Clemenceau, président du Conseil du gouvernement lui-même, a appelé les Français et Françaises à fleurir les tombes des braves soldats tombés au front. Pour le premier anniversaire de l'armistice, le 11 novembre 1919, c'est le chrysanthème qui a été choisi, car ses fleurs résisteraient au gel hivernal. Et cette année-là, l'écrivain Antoine Redier prit sa plume. Nous allons, pour la première fois depuis 5 ans, visiter en paix nos cimetières et les parés de fleurs. Je sais un village de France dont toutes les tombes portent un plant de chrysanthème blanc. La fleur est petite, mais extraordinairement abondante et fraîche. Et ce champ du repos prend un aspect de fête pour recevoir la visite et les prières des vivants aux morts. C'est la saison où abondent les plus somptueuses d'entre elles. Leur teinte, leur aspect même s'accordent avec les jours mélancoliques de novembre. On les aime pour leur richesse, leur variété, la bizarrerie parfois monstrueuse de leurs grosses têtes. Je trouve que le chrysanthème est une fleur triste. Moi, les bizarres, je les aime bien. Elles sont toutes aussi jolies. Sacré Monsieur Redier. Ainsi, petit à petit, remplaçant la flamme des bougies, le chrysanthème, véritable oraison funèbre, devint le dernier fil ténu qui unit les vivants aux morts. Et désormais, chaque année, il se vend près de 23 millions de chrysanthèmes en France. Bon, pas très jojo sa réputation quand même. Sa popularité en Chine est si ancienne que je me suis sentie obligée de te dénicher une histoire de ce pays. Ça tombe bien, la fée Chrysanthème habite là-bas. Allons lui faire un petit coucou. En route. Il y a très longtemps vivait au bord du Grand Canal un paysan au cœur d'or nommé Aniyu. Mais sa famille était extrêmement pauvre. Orphelin de père depuis l'âge de 7 ans, il vivait seul avec sa mère. Pour subvenir à leurs besoins, elle passait ses journées à tisser. Veuve avec un enfant en bas âge, elle peinait à joindre les deux bouts. Et les fins de mois étaient difficiles. Elle pleurait si souvent et travaillait si tard à la lueur de la chandelle que ses yeux finirent par s'abîmer jusqu'à ne plus voir du tout. Ne t'en fais pas, mère, je rapporterai assez d'argent pour te payer le médecin. Aniyu travaillait d'arrache-pied. Il cumulait les jobs, à la fois homme à tout faire des riches propriétaires et maraîcher. Quand la récolte se faisait bonne, il échangeait ses précieux légumes contre quelques pièces. « Mère, le médecin arrive avec des médicaments !» Malgré tous ses efforts et les innombrables remèdes testés, rien n'y fit. La maladie tenace ne montrait aucun signe de rémission. Une nuit, Aniyu fit un rêve. Une jeune fille apparut pour l'aider à cultiver ses légumes. Si tu parcours une dizaine de lieues à l'ouest le long du canal, tu trouveras un lieu nommé Tianhuangdang. Là-bas, au milieu des marais, pousse une fleur rare, un chrysanthème blanc, qui a le pouvoir de guérir les yeux malades.
Mais cette fleur ne s'ouvre qu'au 9e jour du 9e mois lunaire lors de la fête de Chongyang. À ce moment-là, tu pourras l'accueillir, en faire une décoction et la donner à ta mère. Cela la guérira sûrement. Dès son réveil, Aniyu sauta sur ses pieds et prépara son voyage. Le jour J, il partit avec ardeur et quelques provisions pour Tianhendang en quête du précieux chrysanthème blanc. Arrivé sur les lieux, ce fut la déception. Mais ce n'est qu'une vaste étendue sauvage envahie de mauvaises herbes. Stop! On arrête tout, là? Non mais oh, Aniyu! D'où on parle de mauvaises herbes? J'ai déjà dit que ça n'existe pas, les mauvaises herbes. On parle d'Adventis. Ah, oupsie, j'ai coupé le compte. Bon, reprenons. Ce qu'avait oublié de préciser la jeune fille, c'est que l'on appelait cette région la désolation céleste. Il chercha longuement, vainement, ne trouvant que des chrysanthèmes jaunes, aucune trace de la fleur blanche. Il désespérait. La nuit allait tomber. Il allait abandonner lorsqu'il aperçut là, au pied d'un petit monticule, toute petite et solitaire, une fleur blanche de chrysanthème cachée sous un amas d'herbe. Hurrah! La chance me sourit enfin! Cette fleur était particulière. Sur les 9 boutons portés par la tige, une seule était éclose. Aniyu, émerveillé, déterra délicatement la plante avec ses racines et la ramena chez lui. Hop! Si je la plante ici à côté de la maison, les autres fleurs pourront s'épanouir. Grâce à ses soins attentifs, les 8 autres fleurs s'épanouirent peu à peu. C'était un spectacle inégalé, sans compter le parfum envoûtant que dégageait ce chrysanthème. Chaque jour, Aniyu cueillait une fleur qu'il faisait bouillir pour préparer une infusion à sa mère. Après avoir consommé la 7e fleur, les yeux de sa mère commencèrent à retrouver la vue. Le soir même, la jeune fille lui réapparut en rêve. Je suis la fée des chrysanthèmes célestes. Envoyée pour te venir en aide, si tu suis ma chanson, tu pourras faire prospérer ton chrysanthème. Écoute bien, je ne le dirai qu'une fois. 3 par 4 têtes plates, en mai arrose jusqu'à la pointe, en juin nourrit bien le sommet, en juillet août couvre les racines, et en septembre, les fleurs s'ouvriront comme des boules de soie. Et pouf, elle disparut. Aniyu médita longuement sur les paroles de la fée des chrysanthèmes. Après plusieurs jours de réflexion, il finit par comprendre. Mais oui, pourquoi n'y avais-je pas pensé avant ? Les chrysanthèmes doivent être transplantés en mars, élagués en avril, abondamment arrosés en mai, fertilisés en juin et protégés à leurs racines en juillet et août. Ainsi, en septembre, ils fleuriront en de splendides bouquets ronds comme des pleines lunes. Aniyu suivit minutieusement les conseils de la fée, et comme elle l'avait prédit, de nombreux rejets apparurent sur les vieilles racines de la plante. Il coupa ces rejets et les replanta, les cultivant selon la méthode dictée par la chanson. On le surprenait parfois chantonnant la comptine à mi-voix. L'année suivante, le jour de Chongyang, ce fut l'explosion de senteurs enivrantes. Les chrysanthèmes blancs s'étaient épanouis. Ne voulant garder son savoir-faire pour lui, Aniyu le partagea avec ses amis, ses voisins. Bientôt, tous les paysans pauvres de son village puis de sa région se mirent à cultiver des chrysanthèmes blancs. Comme Aniyu avait découvert la fleur le 9e jour du 9e mois, les habitants nommèrent ce jour la fête des chrysanthèmes. Et en cette occasion, ils prirent l'habitude de contempler les fleurs en buvant du thé et du vin de chrysanthème. Et sa mère alors ? Évidemment, Aniyu a continué à lui faire du thé aux chrysanthèmes et elle voit comme jamais. Mais cela ne lui empêcha pas de lui en préparer chaque jour jusqu'à sa mort.
En parlant de vin de chrysanthème, notre cher poète Tao Yuanming écrivait « Dégustez le vin. En une tardive magnificence fleurissent les chrysanthèmes. Je les cueille, baignés de la rosée du matin. Pour recevoir en moi leur pureté, je me suis assis solitaire devant mon vin. » Tu as pu entendre dans cette légende la mention du festival du Double Neuf ou de Chongqing. Ce festival traditionnel est célébré en Chine et symbolise l'arrivée de l'automne. En ce jour, on gravit les montagnes pour se rapprocher du ciel. On boit du vin et on déguste des petits gâteaux décorés de fleurs de chrysanthème. Au VIe siècle, le médecin Tan Xuan Si Miao disait dans son ouvrage médical Qianjing Youfeng: le jour de Chongqing, il est impératif de monter en hauteur avec des mets et du vin pour admirer les paysages et de boire du vin infusé avec de l'armoise et des chrysanthèmes. Ensuite, il est conseillé de rentrer ivre. Alors pour son dernier conseil, pas sûr que ça soit le médecin en lui qui parle. On peut aussi retrouver les fleurs de chrysanthème dans les restaurants haut de gamme. À Pékin, un élégant pot-au-feu aux chrysanthèmes pourra être servi. On raconte que c'est l'impératrice Cixi qui raffolait de ce plat. On dit aussi qu'elle préservait beauté et jeunesse grâce aux fleurs de chrysanthème. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. De nos jours, les chrysanthèmes ne sont plus uniquement appréciés pour leur valeur culturelle. Ils sont aussi devenus la fleur emblématique de Pékin. Un jeune sculpteur chinois s'est d'ailleurs amusé à recréer en verre les fleurs symboles de diverses villes chinoises, dont le chrysanthème. Je te mets le lien de sa vidéo sur mon site. C'est magnifique. Que ce soit en terre japonaise ou chinoise, le chrysanthème est la panacée. Le remède à tous les maux et même la vieillesse. Symbole d'éternelle jeunesse, la recette de l'eau de jouvence se composerait tout simplement de quelques gouttes de rosée recueillies sur les pétales d'un chrysanthème. Simple comme bonjour à première vue. Si seulement ces chrysanthèmes n'étaient pas insaisissables. Bien évidemment, on dit que le chrysanthème soignerait les troubles oculaires. Tiens, ça a inspiré la légende. Utilisé le plus souvent en tisane, il contiendrait des composés phénoliques antioxydants. Dans la médecine traditionnelle chinoise, il détoxifierait le corps, réduirait les maux de tête et éloignerait même les mauvais esprits. D'après une review de 2023, donc une review c'est un article scientifique résumant toutes les connaissances actuelles sur un sujet précis. Les chercheurs mentionnent l'activité antimicrobienne de l'huile essentielle de chrysanthemum. Associés à d'autres médicaments, des extraits de chrysanthème sont efficaces comme molécules anti-inflammatoires et certaines sont des cibles de choix pour synthétiser des anticancéreux. Bien sûr, tout ça n'est étudié qu'encore in vitro ou en modèle animal et l'efficacité sur l'homme reste à être démontrée. On sait bien que les industries pharmaceutiques attendent au coin de la rue et lorgnent sur notre cher chrysanthème. Source d'inspiration colorée, on le retrouve sans surprise un peu partout. Dans l'art chinois, il appartient aux 4 gentilshommes, groupe composé du prunier, tiens, le voilà lui, de l'orchidée, du bambou et du chrysanthème, 4 plantes de haute noblesse.
Motif apprécié et populaire dans les arts traditionnels, textile, porcelaine, laque, peinture à encre, sculpture sur bois et sculpture sur jade. En son honneur, en décembre 1960, la poste chinoise a même produit à grande échelle 18 timbres spéciaux arborant le chrysanthème. Vraiment des fans. Chez nous, c'était Marcel Proust dans Un amour de Swann en 1913 qui raconte. Ils étaient précédés d'un étroit vestibule dont le mur quadrillé d'un treillage de jardin, mais doré, était bordé dans toute sa longueur d'une caisse rectangulaire où fleurissait comme dans une serre une rangée de ces gros chrysanthèmes encore rares à notre époque, mais bien éloignés cependant de ceux que les horticulteurs réussirent plus tard à obtenir. Enfin, si on se tourne vers la musique, on trouve par exemple Scott Joplin qui a écrit The Chrysanthemum, un ragtime en hommage à sa femme qui est morte tragiquement juste après leur mariage. Comme quoi le chrysanthème est toujours accompagné de sa dualité. Bon, j'avoue aujourd'hui c'était un vrai marathon culturel. Encore quelques respirations, c'est presque la fin. J'espère que tu n'es pas trop essoufflé. Allez, reste jusqu'à la fin. C'est parti pour le volet écologie. Des équipes se penchent sur l'utilisation d'extraits de certaines espèces de chrysanthèmes comme pesticides plus écologiques. Et étonnamment, une équipe de Corée étudie les propriétés anticorrosives d'extraits de feuilles de Chrysanthemum coronarium pour protéger l'anode en aluminium des batteries aluminium-air et ainsi augmenter la vie de ces batteries. Sacrée info quand même. J'ai hâte de voir la suite dans quelques années. Bon, j'avoue qu'après toutes ces recherches, notre chrysanthème semble vraiment être une pépite. Au début de cette expédition, notre chrysanthème semblait bien sombre. Accompagnant âme et cimetière, il nous paraissait triste. Mais que nenni! Tel Caron voguant sur les eaux sombres du Styx et échangeant le passage des âmes défuntes contre une petite pièce, le chrysanthème est le dernier soleil qui éclaire le chemin de nos proches défunts. À la frontière entre ombre et lumière, là tu as peut-être la chanson de Calogero dans la tête. Il a guidé les poètes chinois de l'ancien temps et les empereurs décadents. Le vin de chrysanthème fait le lien entre terre et ciel, et apporterait l'éternelle jeunesse. Mais si on réinterprète la légende d'aujourd'hui, la mère d'Aniou a-t-elle vraiment survécu? Ou bien le chrysanthème lui a-t-il ouvert les yeux sur le monde des morts et de l'éternité? Je pense que cela est à méditer. Je remercie Bleu Bachir pour le jingle du podcast et vous pour ses illustrations. Merci pour ton écoute de ce 9e épisode, Septembre et Chrysanthème, la fleur d'entre les mondes, de la série Anafuda du podcast Sévessence. J'espère que cela t'a plu autant qu'à moi et tu peux me suivre sur les réseaux Instagram, TikTok, YouTube et Spotify et sur mon site sevessence.wordpress.com. Tu peux commenter, noter et partager. Allez, je retourne à l'arrière-boutique, tester mes recettes d'eau de jouvence ou bien de notre sirop d'érable pour notre prochaine soirée crêpe. Bye bye!